Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier évidemment les organisateurs du colloque et en particulier Alain de Libera pour son accueil. Je précise que je n'ai pas préparé de PowerPoint ni de handout, comme c'est l'usage, mais comme je vais commenter à peu près les mêmes vers de Donna Me Prega, qui viennent d'être commentés par l'ami Paolo Falzone, vous pouvez vous reporter à son handout à lui, voilà, qui contient tout ce qu'il faut pour suivre ma propre communication. Je précise aussi que j'irai à peu près dans la même direction que lui. Et je vais aussi répéter certaines choses qui viennent d'être dites. D'abord, le point de départ, évidemment, est le même. Plusieurs commentateurs, nombreux commentateurs même, affirment donc que Dante a critiqué l'avéroïsme de Cavalcanti, notamment dans le chant 10 de l'Enfer et le chant 25 du Purgatoire, comme cela vient d'être rappelé. Mais alors, quel avéroïsme ? Puisque nous avons appris hier, notamment dans la bouche de Jean-Baptiste Brenet, qu'il en existait de nombreuses formes. À vrai dire, celui qu'on attribue à Cavalcanti, le plus radical qui soit. Pour le dire en quelques mots, Cavalcanti, le pessimiste, le poète de la douleur, considérerait la passion amoureuse comme une sorte de prison pour l'âme dont l'homme ne pourrait être libéré par l'intellect. Pour quelle raison ? Ce dernier étant séparé de l'individu, il ne pourrait agir, il ne pourrait faire quoi que ce soit sur ses passions. Il ne pourrait même plus faire tendre l'homme immodérément passionné vers un bonheur supérieur, qu'il s'agisse de la contemplation du sage ou de la vision de Dieu. Par conséquent, l'anthropologie cavalcancienne concevrait l'homme comme un corps doué de sensations, d'imagination et éventuellement d'une certaine forme de pensée, encore immergé dans le sensible, la cogitatio, faculté la plus haute de l'âme sensible selon Averroès. Voici ce qu'écrivait Bruno Nardi, le texte, vous l'avez aussi dans le handout de Paolo. Cavalcanti dit précisément cela. L'amour n'est pas une faculté de l'âme, mais dérive de cette faculté, la cogitative, qui est la forme et la perfection substantielle de l'homme, comme on le voit précisément chez les avéroïstes. Et Maria Corti, qui a été déjà évoquée, voit même chez Cavalcanti un usage précis d'un commentaire avéroïste au traité de l'âme d'Aristote, appelé du nom de son éditeur l'anonyme de Gile, et que le savant polonais Zdzisław Kuczewicz situait à l'extrême gauche, en tout cas à gauche, de l'avéroïsme, en raison précisément de sa radicalité. Et Cavalcanti défendrait donc cette thèse. Les individus humains fournissent à l'intellect séparé les images dont il a besoin pour penser, mais l'intellect, de son côté, en retour, ne donne rien à l'individu. Les hommes seraient ainsi laissés à leur passion trop humaine. Alors, bien entendu, dès lors que l'homme est considéré ainsi, c'est-à-dire comme un simple corps cogitant, un corps susceptible d'être malade, physiquement et moralement, enfermé qu'il est dans le sensible, la médecine deviendrait le point de vue anthropologique le plus pertinent, d'une certaine manière. Et c'est là, en effet, un autre élément de la poésie de Cavalcanti qui a attiré l'attention de plusieurs commentateurs, depuis Bruno Nardi lui-même, qui a écrit un article sur le sujet, jusqu'aux travaux plus récents de Massimo Ciavolella ou de Natascia Tonelli, pour ne citer que ces deux exemples. Et ces études, qui me semblent toutes très convaincantes, à vrai dire, montrent de manière définitive, selon moi, le lien étroit qui unit la doctrine présentée dans la chanson Donna Me Prega et les analyses médicales du mal d'amour, amor ereos en latin, amour devenu héroïque par une déformation progressive de eros sans H à eros ou ereos avec un H. Et ce caractère médical de la chanson permet d'ailleurs de comprendre pourquoi le premier commentaire savant en latin à cette chanson, Donna Me Prega, fut rédigé par Dino del Garbo, médecin florentin du début du XIVe siècle. Alors ces deux aspects de la pensée de Cavalcanti, l'aspect avéroïste et l'aspect médical, seraient intimement liés, de sorte que le poète apparaît comme un protagoniste de ce que Ernest Renan appelait l'avéroïsme médical, dans son livre célèbre Averroès et l'avéroïsme. On se souvient en effet du jugement de Renan, je le cite, « C'est surtout l'étude de la médecine qui contribua à fonder à Padoue le règne des Arabes ». Fin de la citation. Mais bien que Renan considérât la ville de Padoue comme l'épicentre de ce tremblement de la philosophie italienne, c'est bien toute l'Italie du Nord qui était à ses yeux touchée par cette contagion avéroïste. Aussi écrivait-il, non sans quelque emportement, et je le cite à nouveau, « Toute la médecine padoine est désormais vouée à l'avéroïsme. Les médecins forment à cette époque dans le nord de l'Italie
une classe riche, indépendante, mal vue du clergé, et qui paraît avoir eu en religion des opinions assez libres. Médecine, arabisme, avéroïsme, astrologie, incrédulité devinrent des termes presque synonymes. Fin de la citation. Alors l'association évidemment de Guido Cavalcanti aux épicuriens, qui font mourir l'âme avec le corps, comme cela a été rappelé dans la Commedia, Inferno, chant 10, devait conforter cette image de poète flirtant avec le matérialisme, refusant de faire entrer l'intellect immatériel dans l'anthropologie philosophique. Et si la diffusion du De Natura Rerum de Lucrèce n'était pas si restreinte au Moyen-Âge, je suis sûr que d'aucuns penseraient qu'il s'inspire du chant 4 sur l'amour. En tout cas, la tentation est grande, et a été grande en tout cas, de rattacher Donna me prega aux thèses des avéroïstes parisiens, ou à tout le moins aux fantasmes visés par la condamnation de l'évêque de Paris en 1277. Et nous savons en effet que les débats parisiens étaient connus à Bologne dès la fin du XIIIe siècle, comme en témoigne un document de 1286 attestant la présence des œuvres de Siget de Brabant et de Boès de Dacy dans la bibliothèque du médecin bolonais Tommaso d'Arezzo. Qui plus est, à la même époque, le chef de file de la faculté des arts et de médecine de Bologne, Taddeo Alderotti, évoque avec grande précision la théorie avéroïste de l'intellect, unique et séparé, dans son commentaire à l'Isagoge de Ioannisius, qui servait alors d'introduction à la médecine théorique galénique, et il s'empresse de rappeler la condamnation des autorités religieuses, mais sans jamais donner un seul argument contre la thèse d'Averroès. Qu'ajouter de plus, si ce n'est que la ville de Bologne devait rapidement devenir un haut lieu de l'aristotélisme radical, au point qu'on a pu parler d'une école avéroïste bolognaise, composée essentiellement de philosophes qui étaient aussi médecins, et qu'il suffise de mentionner ici les noms déjà mentionnés par quelques personnes hier, Angelo d'Arezzo, Taddeo da Parma, Maino dai Maineri, Giacomo da Piacenza et surtout Antonio da Parma. Ce dernier, en effet, à la fois philosophe et médecin actif à Bologne dans la première décennie du XIVe siècle, serait l'un des rares défenseurs de cette forme radicale d'avéroïsme que j'ai décrite tout à l'heure et qu'on attribue aussi à Cavalcanti. Comme l'écrivait Kuksevich dans son livre de 1969 sur les théories de l'intellect, je le cite, « Antoine de Parme identifie l'homme au corps humain et fonde donc l'union entre l'intellect et l'homme, corps individuel, sur les matériaux de la connaissance, l'espèce intelligible qui unit ces deux objets séparés. » Et cette description est en effet relativement proche de ce que l'on peut lire dans ces Dubia et emotiones circa intellectum possibilem et agentem, transcrits dans leur quasi-intégralité par Kuksevich et étudiés récemment par Dragoș Calma et d'autres. Mais plus intéressant pour notre propos, on trouve des formules semblables dans son commentaire au Canon d'Avicenne, une œuvre médicale donc, rédigée dans les années 1310 à Bologne. Il est écrit en effet, et je le cite, à partir des deux manuscrits que nous avons conservés, de Munich et du Vatican, « C'est pourquoi Averroès disait dans le troisième livre du De Anima que l'imagination, l'estimative et la mémoire assistent l'intellect ensemble et en même temps, en tant qu'elles représentent à l'intellect possible et à Jean une image, car en effet, selon Aristote, une telle puissance, à savoir l'intellective, ne nous est jointe ni par le corps, ni par l'âme, mais par la connaissance des espèces, des représentations. » Alors évidemment, ces quelques témoignages contemporains de Cavalcanti et surtout de Dante, paraissent renforcer l'appréciation d'Ernest Renan lorsqu'il considérait l'Italie du Nord comme le creuset de ce qu'il appelait l'avéroïsme médical. Aussi, pour rappeler ce qu'a déjà dit Paolo, contrairement à Cavalcanti, Dante serait le poète décrivant les possibles métamorphoses d'amour dans la Vita Nova, dans le Convivio et même dans la Commedia. Il y montre d'ailleurs, en effet, comment la passion amoureuse peut et même doit être transcendée par la philosophie d'abord et par l'amour de Dieu ensuite. C'est pourquoi il s'en prendrait indirectement à Cavalcanti lorsqu'il critique Averroès dans le chant 25 du Purgatoire. Nous aurions donc d'un côté Cavalcanti, pour qui l'intellect ne peut rien sur les passions, du fait de sa séparation et de son caractère impersonnel, et de l'autre Dante, pour qui l'intellect peut tout, d'une certaine manière, du moment qu'il règne sur la vie morale de l'individu, en le guidant d'abord vers un bonheur philosophique et peut-être même vers un bonheur supérieur. Alors si nous laissons de côté un premier paradoxe qui ferait de Cavalcanti un avéroïste refusant à certains individus humains le bonheur philosophique, cet idéal de félicité intellectuelle si cher et si caractéristique des avéroïstes parisiens tels que Siget de Brabant et Boès de Dacy, c'est-à-dire qui peut échapper à la passion amoureuse finalement? Ce bonheur philosophique pourrait être refusé à tout le monde. Si nous passons en outre sur un second paradoxe, qui fait de Cavalcanti un avéroïste refusant à l'intellect le contrôle des passions,
Alors que, comme l'a bien montré Alain de Libera dans Pensée au Moyen-Âge, les avéroïstes parisiens défendaient une morale sexuelle aussi stricte que celle des théologiens, et prônaient, et là je cite Alain de Libera, la fuite et la mortification des patients, ou si l'on préfère, le contrôle de la raison. Si donc l'on oublie ces paradoxes, Dante serait anti-avéroïste, au moins au sens où il s'opposerait à cette anthropologie philosophique radicale que la lecture d'Averroès pourrait susciter, si du moins on accepte de lire Averroès avec les lunettes de Thomas d'Aquin. Alors sur quoi repose l'attribution à Cavalcanti de cet avéroïsme le plus radical, d'extrême gauche, comme disait Kuksevich? Essentiellement sur deux passages de la chanson, Donna me prega. L'un semble affirmer que l'intellect est éternel, risplende in se perpetual effetto, éternité qui semble indiquer pour certains commentateurs son incorruptibilité, sa séparation et possiblement son unicité, ce qui me semble un peu fort. L'autre, tout aussi bref, est celui qu'a discuté Paolo. L'amour provient de l'âme sensible, définie comme perfection, et non de la raison. Non è virtute, ma da quella vene, perfezione che se pone tale, non razionale, ma che sente, dico. On a lu ici l'âme sensible, perfection substantielle de l'homme. Alors j'avoue d'emblée ma perplexité face à cette lecture donc avéroïste de Cavalcanti, et donc par rebond de la lecture que l'on fait de Dante, de ces deux passages de Dante, du Purgatoire et de l'Enfer. D'un côté, de nombreux éléments contextuels paraissent accréditer cette interprétation, comme je l'ai rappelé, et de l'autre, Donna me prega me semble fournir trop peu d'éléments pour affirmer avec certitude son adhésion à la forme la plus radicale de l'anthropologie avéroïste. Je souhaiterais donc présenter les premiers linéaments d'une interprétation déflationniste de Donna me prega. Alors déflationniste au sens où je voudrais suggérer que si la position théorique de Cavalcanti est compatible avec une forme d'avéroïsme, c'est peut-être le cas, elle est cependant partagée à la même époque par beaucoup d'aristotéliciens, dont certains n'adhèrent aucunement à la thèse forte que je viens de décrire et qu'on attribue à la chanson. Et selon moi, l'enjeu du poème est d'ailleurs ailleurs, si je puis dire, et se situe plus du côté de la médecine, en effet, comme cela a été rappelé par d'autres commentateurs, et plus généralement de la philosophie naturelle, que de la noétique au sens strict. Aussi, pour éclairer le poème d'un jour nouveau, je propose de le lire à la lumière d'un débat précis et technique qui agitait certains philosophes et médecins contemporains de Cavalcanti et de Dante. Et leur problème était le suivant. Les species, les images ou représentations ou formes dans l'âme ont-elles un pouvoir causal sur le corps humain? Plus précisément, une forme dans l'âme, sentie, imaginée ou pensée, peut-elle altérer, au sens technique de la physique d'Aristote, le corps? Ce questionnement part en fait d'une observation empirique banale. Il suffit parfois que je pense à quelque chose pour que des effets physiques se manifestent immédiatement dans mon corps. Et cela ne vaut pas simplement pour les mouvements volontaires qui ont cristallisé l'opposition séculaire entre dualisme et monisme dans les débats sur les rapports entre le corps et l'esprit. Cela vaut aussi pour les mouvements involontaires. Par exemple, j'ai une pensée honteuse et mes joues écarlates me trahissent. J'ai peur, en imaginant le pire, par exemple, et ma main tremble, sans que je puisse, évidemment, exercer quelque contrôle sur ces mouvements de ma main. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Par quel mécanisme la simple apparition d'une représentation, d'une species dans l'esprit, peut-elle causer des effets sur le corps, indépendamment, parfois, de ma volonté? La passion amoureuse, évidemment, surtout lorsqu'elle devient maladive, illustre parfaitement ce phénomène. Il suffit que je voie, que j'imagine, ou simplement que je me souvienne de l'être aimé, pour que mon corps s'agite. Et comme le dit Avicenne, avec une feinte innocence, dans ce cas, il arrive qu'un membre se tende par la seule imagination. Alors, cette question de l'action causale des species sur le corps est traitée par la plupart des médecins médiévaux, contemporains de Cavalcanti et de Dante. Notamment parce que certains d'entre eux entrevoient dans ce phénomène quelque chose de positif, pas seulement la soumission du corps à la pensée, négative, mais parfois quelque chose de positif. Dans certains cas, en effet, comme le disait notamment Avicenne, dans le canon et aussi dans son De Anima, et surtout un autre médecin très lu aussi, Custa ibn Luca, traduit en latin assez tôt aussi, une simple pensée pourrait soigner le corps. La confiance accordée au médecin ou le simple espoir de la guérison guérirait. Les médecins se demandent donc comment cela fonctionne. Et pour cela, ils mobilisent principalement Avicenne et Aristote, notamment son traité sur le mouvement des animaux, le De Motu Animalium. Jamais Averroès. Bien entendu, la même question se trouve traitée
à la même époque, dans des textes de nature purement philosophique. Non pas dans les commentaires au De Anima d'Aristote, mais dans les commentaires au traité sur le mouvement des animaux, De Motu Animalium, où il est dit dans un passage relativement obscur, que je cite, « Les images, les sensations, les notions, et noiae, produisent des modifications. » Et ici, c'est aloiosis. Donc les formes dans l'âme auraient en elles-mêmes un pouvoir causal, directement lié au pouvoir causal de ce qu'elles représentent. Et voici en effet ce qu'ajoute Aristote, et je le cite à nouveau, « L'imagination et la pensée ont la puissance de leurs objets. D'une certaine manière, en effet, la forme représentée dans la pensée, par la pensée, du chaud ou du froid, ou de l'agréable et ou de l'effrayant, possède effectivement la qualité de chacun de ces objets. C'est pourquoi l'on tremble et l'on a peur à leur seule pensée. » Fin de la citation. La forme dans l'âme agirait donc sur le corps en partageant avec l'objet qu'elle représente certaines propriétés. Mais dans le chapitre suivant, Aristote explique que le principe du mouvement, volontaire ou involontaire d'ailleurs, se situe surtout dans la manière de se représenter ce qu'il faut rechercher ou éviter. Et il illustre cela par le cas des passions qui agissent sur le corps, après que l'âme s'est représentée quelque chose sous un angle favorable ou défavorable. Et les commentateurs médiévaux de ces passages se demandent donc comment s'agencent les divers éléments présentés par Aristote. Une forme sensible, une image, une passion, un désir, l'imagination et la pensée. Alors évidemment, si la figure d'Averroès n'est pas totalement absente de ces débats médiévaux, il serait faux de dire qu'Averroès est totalement écarté de ce débat, et si les averroïstes déclarés s'en emparent, comme Jean de Gendin, Antoine de Parme, ou le mystérieux Urbanus Averroista Bologniensis, Urbain l'Averroïste de Bologne, l'enjeu n'est toutefois pas immédiatement celui de l'unicité de l'intellect. Aussi est-il fréquent que certains auteurs refusent à la pensée intellectuelle le pouvoir d'altérer le corps, pour des raisons proches de celles évoquées par Cavalcanti, sans jamais adhérer à l'anthropologie averroïste radicale que j'ai présentée tout à l'heure. C'est le cas de Pierre d'Auvergne, dans son commentaire au De Motu Animalium, dont Jean de Gendin dépend, de Gentile da Cingoli, dont je parlerai plus longuement tout à l'heure, de Pietro d'Abano, et surtout de Dino del Garbo. Non seulement, à mon avis, dans son commentaire à Dona me plega, mais aussi dans une autre question sur le pouvoir de l'imagination sur le corps, que je viens d'éditer pour la dernière livraison des archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce débat dont je vais parler, permettez-moi de présenter un bref résumé de la chanson Dona me plega pour en rappeler l'économie générale et situer les quelques vers qui évoquent l'intellect et son impuissance face à la passion amoureuse. Cavalcanti, on le sait, et Paolo Falzone l'a rappelé, répond à une demande expresse, si je puis dire, de Guido Orlandi, qui lui fut adressée dans le poème Onde si move et donde nasce amore, littéralement où se meut et d'où naît l'amour. Et le poème d'Orlandi n'est qu'une litanie de questions. Quel est le propre de l'amour? Où se loge-t-il? Est-ce une substance ou un accident? Est-il dans la mémoire? Est-il causé par les yeux ou par le désir? D'où provient la fureur qui l'accompagne? Et Dona me plega répond en effet à la plupart de ces attentes, en modifiant toutefois l'ordre des questions. Cavalcanti précise en effet d'emblée qu'il s'agit d'un accident, non seulement au sens des catégories d'Aristote, mais aussi dans le sens plus précis que ce terme acquiert à l'époque, en particulier chez les médecins, à savoir l'amour est un accident de l'âme, c'est-à-dire une passion comme les autres d'une certaine manière. Et en effet, dans cette tradition médicale médiévale, les accidentia animae forment une sous-catégorie de ce que les médecins appellent les choses non naturelles, qui regroupent tout ce qui peut affecter l'équilibre des choses naturelles, à savoir le mélange des éléments, la complexion et les tempéraments du corps. Ces choses non naturelles comprennent l'âge, le climat, les aliments, le sommeil et la veille, l'exercice et les accidents de l'âme, c'est-à-dire les émotions, telles que la peur, la tristesse, la colère ou la joie, auxquelles les autres émotions peuvent être réduites d'une manière ou d'une autre. Et ces deux catégories, les choses naturelles et les choses non naturelles, se distinguent et s'opposent aux choses contre nature que sont les maladies. Donc à strictement parler, si l'amour est un accident de l'âme, une passion, ce n'est pas une maladie. Quand on dit qu'on parle de la maladie d'amour, c'est un peu plus compliqué en fin de compte. Cavalcanti parle d'une passion, et il faut voir d'où vient la maladie, mais pas de cette passion elle-même. La passion devient maladive par son intensité. Elle est parfois si féroce et si forte, écrit Cavalcanti, qu'on l'appelle amour, che sovente fero ed è si altero che chiamato amore. Ce qu'il faut chercher, c'est donc l'origine de cette intensité. Et pour ce faire, Cavalcanti se tourne vers le discours savant, canoscente chero,
et plus particulièrement vers le spécialiste de philosophie naturelle, puisque, explique-t-il, sans elle, on ne peut démontrer où se loge la passion amoureuse, quelle est sa cause, quels sont ses effets, ou encore quelle est sa puissance, che senza natural dimostramento non ho talento di voler provare là dove posa e che lo fa creare, e qual sia sua vertute e sua potenza. Que dit la philosophie naturelle? C'est, je crois, ce qui est développé dans la suite du poème. Nous arrivons donc, à ce moment précis du poème, au cœur du débat historiographique autour de l'avéroïsme de Cavalcanti. La première, le début de la strophe est « In quella parte dove sta memora prende suo stato ». Ça, c'est ce que vous avez donc dans le Endaf de Paolo. L'amour s'installe, s'arrête dans la mémoire. Le simple souvenir de l'être aimé peut agir en moi, même après sa disparition, grâce à l'image que j'ai conservée de lui. Mais quel est le déclencheur de la passion, qu'elle soit causée par la vision ou par la mémoire? La passion amoureuse, continue Cavalcanti, provient d'abord d'une forme qui est vue, venda veduta forma. Et c'est là évidemment un topos de la poésie médiévale que tout le monde répète. On la trouve aussi bien dans le De Amore d'André le Chaplin que dans tous les traités de médecine consacrés à l'amour maladif, au mal d'amour, qu'a édité notamment Mary Wack dans son livre Love Sickness in the Middle Ages, essentiellement des commentaires au Viaticum de Constantin l'Africain, en fait une paraphrase de Ibn al-Jazar. Les passions donc, sont issues de l'appréhension d'une forme sensible, d'une species sensibilis. Et Cavalcanti ajoute que cette forme s'intende, elle est comprise, elle devient une intentio, et elle prend, c'est la suite, dans l'intellect possible comme dans un sujet, lieu et place. Prende nel possibile intelletto come in subjecto loco e dimoranza. La forme visible, dûment transformée par les sens internes, s'installe non seulement dans la mémoire, mais se transforme dans l'intellect possible en une forme intentionnelle, une species intelligibilis. Mais bien que la forme trouve place dans l'intellect, elle n'y a aucune puissance. En quella parte mai non ha possanza. Dans l'intellect, elle n'a pas d'action causale, de puissance sur le corps, parce qu'elle ne provient pas des qualités. Perché da qualitate non descende. Alors la plupart des commentateurs, y compris Dino del Garbo d'ailleurs, considèrent que le sujet de la première phrase, quella parte mai non ha possanza, est l'amour. Pourquoi pas? Je pense qu'on peut aussi dire que c'est la forme. Che s'intende. L'amour n'a pas de puissance, disent les commentateurs. La forme aussi n'a pas de puissance. Au sujet de la seconde, le sujet serait l'intellect. L'intellect, da qualitate non descende, ce qui fait sens. Il est sans mélange, il ne provient pas, séparé du corps et de la matière, il ne provient pas des qualités. Mais on peut aussi la comprendre ainsi. La forme dans l'intellect, l'espèce intelligible, ne cause rien directement dans le corps, parce que la forme sensible, che s'intende, n'est plus une forme sensible qui provient des qualités. Les deux lectures sont possibles et l'ambiguïté est peut-être même voulue par Cavalcanti. Et c'est là qu'intervient le débat que j'ai évoqué tout à l'heure et dans lequel je vais entrer maintenant sur la causalité des espèces sur le corps. Je n'ai pas le temps de parler de tous les auteurs que j'ai mentionnés, donc je m'arrêterai sur un témoin qui me semble particulièrement important, celui de Gentile da Cingoli, philosophe et médecin italien, actif à la fois à Paris dans les années 1280 et à Bologne, probablement avant son séjour parisien et après, puisqu'un document indique qu'il s'y trouve en 1295 aux côtés de Taddeo Alderotti. C'est donc un parfait contemporain de Cavalcanti et de Dante. Et bien qu'il ait été un temps considéré comme l'un des premiers avéroïstes de Bologne, je crois qu'il est simplement un aristotélicien convaincu, qui s'inspire parfois d'Averroès, il est vrai, comme Thomas d'Aquin, mais aussi d'Avicenne et de tant d'autres. Et dans une question disputée indépendante, éditée il y a longtemps par Martin Grabman, notre auteur se demande, je cite, si l'espèce, species, sensible et intelligible, a le pouvoir d'altérer le corps vers le chaud ou vers le froid. Et Gentile répond que c'est assurément le cas pour l'espèce sensible, comme l'attestent les passions, dit-il, déclenchées par la vision de quelque chose. Ce n'est pas le cas en revanche pour l'espèce intelligible. Et la justification de ce décalage entre le sensible et l'intelligible est intéressante et fait intervenir précisément les qualités sensibles. Reprenant la thèse d'Aristote dans le De Motu Animalium, il considère que l'espèce sensible garde en elle quelque chose de la qualité sensible dont elle provient. Ainsi, même lorsque l'effet ne présente pas de prime abord les propriétés de sa cause, il est ontologiquement lié à sa cause, au moins du point de vue de sa puissance, virtute, dit le texte latin. C'est le cas de l'espèce sensible, causée par une réalité sensible. Et pour expliquer cela, Gentile da Cingoli
a recours à la théorie aristotélicienne du mélange, telle qu'elle est présentée dans le De Sensu et Sensato chapitre 3 ou dans le De Generatione et Corruptione. C'est-à-dire, les qualités sensibles, comme les couleurs ou les odeurs, sont issues du mélange des éléments, terre, eau, air, feu, et de leurs qualités premières, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Et une fois mélangées, les qualités premières restent présentes dans le mélange, au moins en puissance. Et Gentile défend longuement cette position dans une autre question éditée par Gianfranco Fioravanti. Les qualités des éléments sont en puissance dans le mélange et restent actives par cette puissance. Mais revenons à l'aspect quies. Lorsque nous voyons une qualité sensible, l'espèce sensible altère nos organes par les propriétés venues des qualités premières des éléments dont elle est issue. Autrement dit, da qualitate descende. Et c'est le cas parce que Gentile considère par ailleurs que l'espèce sensible possède la même nature que ce qu'elle représente, puisqu'elle est une multiplication univoque, forme de génération, de multiplication, de sa cause dans le milieu, comme l'expliquait Roger Bacon dans son traité sur la multiplication des espèces. Il reprend précisément la théorie de Roger Bacon. Alors Gentile, évidemment, se garde d'une lecture trop simpliste d'Aristote, qui réduirait toute la causalité des images à leurs propriétés physiques. Il précise que la mise en mouvement du corps par cette image requiert toujours une inclination supplémentaire. Et dans le cas des contenus sensibles ou imaginatifs, il dit qu'il s'agit de l'appétit sensible, appetitus sensitivus, un désir sensible. Qu'en est-il de l'espèce intelligible ? Le fonctionnement, explique-t-il, ne peut être le même que pour l'espèce sensible, car l'espèce intelligible est abstraite de toute condition matérielle, comme l'intellect. Est abstracta ab omni conditione materiae, sic ut et intellectus. Elle est universelle, immatérielle, et pourrions-nous dire, da qualitate non descende. Non seulement elle n'altère pas, mais elle ne peut susciter de désir dirigé vers un individu particulier. Elle n'est pas la similitude, comme l'est l'aspect qui est sensible, de tel ou tel individu. Et en conclusion, Gentile affirme que l'intellect et son espèce intelligible ne peuvent être que des causes par accident des altérations dans le corps, au sens où lorsque l'intellect pense en acte, un fantasme existe en acte dans l'imagination, fantasme qui provient lui-même des sens, et a donc encore le pouvoir d'engendrer des effets corporels par sa nature même, mais aussi et surtout par l'entremise du désir et des émotions. Et c'est exactement, c'est assez frappant, le schéma explicatif que l'on trouve, mais de manière beaucoup moins détaillée, dans les traités médicaux sur le mal d'amour du XIIIe siècle et du XIVe siècle, notamment en Italie. Et c'est aussi ce que l'on trouve, me semble-t-il, dans le poème de Cavalcanti. On comprend dès lors un peu mieux la suite du poème. Risplende in se perpetuale effetto. Comme le dit Dino del Garbo, c'est le contenu de la pensée intellectuelle, de la consideranza, l'intelligible qui peut être éternel, pas nécessairement ici l'intellect. L'objet de l'intellect n'est pas le singulier contingent susceptible de causer la passion amoureuse. De plus, ajoute le poème, l'intellect n'a pas de plaisir au sens d'un plaisir corporel, mais seulement de la contemplation, la consideratio. Non a diletto ma consideranza. Or, dès le Viaticum de Constantin l'Africain, et dans tous les commentaires médicaux de l'époque, on faisait déjà de cette passion une version extrême du plaisir. Et avec le désir, le plaisir était la deuxième cause des mouvements de chaleur et de spiritus dans le corps. Alors ce que je viens de présenter à grands traits n'est évidemment pas incompatible avec une forme ou l'autre d'avéroïsme. Et d'ailleurs, plusieurs penseurs dits avéroïstes vont reprendre cette théorie de Gentile d'Acingoli. C'est le cas de Jean de Gendin, par exemple, qui reprend mot pour mot l'intitulé de la Quaestio de Gentile dans son commentaire au De Motu Animalium, et je lis sa réponse générale. Je dis à la question que l'espèce de la chose sensible est le principe d'une altération, et cela tout le monde l'expérimente en lui, et on peut le confirmer par la raison, parce que toute passion s'accompagne de quelque altération, comme la joie et la tristesse. Mais toute passion se produit par l'intermédiaire de l'espèce d'une chose sensible. Et il précise toutefois qu'il y a deux manières de répondre à la question. L'une est une reprise stricte du De Motu Animalium, l'espèce cause quelque chose en vertu de ses qualités intrinsèques. L'autre considère que ce sont les passions elles-mêmes qui, suscitées par ces espèces, causent des mouvements de chaleur dans le corps. Quant à l'espèce intelligible, il dit, comme Gentile, qu'elle est immatérielle et universelle, et donc seulement cause par accident des altérations dans le corps. L'image, l'espèce intelligible, n'est pas la cause des altérations dans le corps. Quant au mystérieux avéroïste de Bologne, Urbain, il reprend verbatim une grande partie de la Quaestio de Gentile d'Acingoli, dont il dit par ailleurs avoir été l'élève, dans son commentaire ou grand commentaire d'Averroès sur la physique d'Aristote,
est dans un passage très intéressant du livre 7, c'est-à-dire le passage, finalement, où Aristote explique qu'il n'y a pas d'altération dans l'intellect, mais que le changement qui intervient dans la pensée requiert une altération quelque part. Et cette altération n'a pas lieu dans l'intellect. Pour commenter ce passage délicat, et qui est commenté par la plupart des avéroïstes, il reprend la question de Gentile da Cingoli. Donc on peut faire un usage avéroïste de cette question de Gentile da Cingoli. On retrouve encore cette théorie dans plusieurs commentaires italiens au canon d'Avicenne, et notamment celui d'Antoine de Parme, véritable avéroïste. C'est d'ailleurs un passage très intéressant, puisque contre Gentile da Cingoli, il explique qu'il ne faut pas retenir la thèse du de motu animalium. Car, explique-t-il, penser au froid, par exemple, ne refroidit pas nécessairement. Il donne un exemple. Si je suis dans le désert et que je pense à de l'eau fraîche, il se peut que je m'échauffe en raison du plaisir que cette imagination va produire. Mais vous reconnaissez ici la théorie et ce que je viens d'expliquer chez Cavalcanti. Les mouvements de chaleur sont plus liés au plaisir ou au désir qu'à l'image en tant que telle. Il opte donc clairement pour la seconde option distinguée par Jean de Gendin. Les mouvements corporels sont engendrés par le désir ou le plaisir suscité par une forme appréhendée par les sens externes d'abord, puis internes. Et Antoine de Parme ne prend même pas la peine d'évoquer l'intellect et ses espèces intelligibles, comme si cette question n'avait même pas lieu d'être posée ici. La question ne porte que sur l'âme sensible. Dino del Garbo reprend aussi ce débat dans la question codlibétique que j'ai évoquée tout à l'heure et que je viens d'éditer. Et bien qu'il ne soit pas avéroïste, et ça je pense que pour le coup Bruno Nardi l'avait bien vu, il souscrit à l'analyse de Gentile telle qu'elle a été corrigée par Antoine de Parme, dont il connaît par ailleurs les œuvres. Il écrit en effet, je le cite, « Il semble peu probable que ces espèces qui sont dans l'imagination aient la puissance des choses dont elles sont les espèces. Parce que s'il en était ainsi, alors n'importe quelle espèce appréhendée altérerait le corps en ce dont elle est l'espèce. Si donc tu imagines l'espèce d'une pierre ou d'un âne, 3 points de suspension, et il ne finit pas son texte. C'est le désir, en fait, influencé par le jugement de la faculté estimative et de l'imagination, qui est à l'origine des effets corporels, pour Dino. Il est en revanche plus précis que les autres sur la question de l'intelligible, disons du savoir abstrait, universel. Ce n'est pas tant parce que l'intellect est immatériel et sans organes qu'il n'y a pas d'action de l'intelligible sur le corps. C'est plutôt que les contenus de la pensée, les contenus abstraits du pur savoir, n'engendrent aucun désir particulier. Et je le cite à nouveau, je cite Dino del Garbo, « Aucune altération ne survient de manière manifeste en nous lorsque nous imaginons, il utilise imaginons, que le triangle a 3 angles égales à 2 droits. Cela arrive seulement dans le cas d'une imagination de quelque chose qui est imaginé comme digne d'être suivi, ou au contraire d'être fui, comme quelque chose de bon ou de mauvais. Et lorsqu'une certaine passion de l'âme est jointe à cette imagination, par exemple l'espoir ou le désespoir, le plaisir ou la tristesse, la peur et autres passions semblables, une altération du corps survient de manière manifeste. Non seulement, fin de la citation, non seulement le corps n'est réellement altéré que par les facultés sensibles et leurs opérations, mais encore faut-il que la forme appréhendée fasse l'objet d'un jugement de la faculté estimative par lequel l'âme sensible juge l'objet bon ou mauvais, digne d'être suivi ou fui. Alors revenons maintenant au poème. Cavalcanti a montré que la forme sensible allait en se transformant jusque dans l'intellect possible, lieu où elle n'a pas de puissance parce que la forme et ou l'intellect ne provient pas des qualités sensibles. Ces formes ne peuvent donc altérer le corps par elles-mêmes, pas plus qu'elles ne peuvent engendrer un désir ou un plaisir sensible, susceptible de mettre en mouvement le corps, car leur contenu est éternel et à ce titre objet de pure contemplation. Il ajoute ensuite que l'amour n'est pas une puissance de l'âme, mais de cette puissance ou vertu, virtute, vient la perfection, ou une perfection, ou est elle-même une perfection, sensible et non rationnelle. Non è virtute, ma da quella viene, perfezione che se pone tale, non razionale, ma che sente, dico. C'est le passage peut-être le plus délicat, et je ne suis pas certain d'ailleurs de l'interprétation qu'il faut en donner, mais une chose est sûre, il ne dit pas que la raison n'est pas une perfection de l'homme. Il dit seulement, semble-t-il, que la passion amoureuse tire son origine d'une puissance de l'âme sensible. Dino del Garbo, par exemple, lit que cette puissance est l'appetitus sensitivus, par exemple. L'appétit sensible non dirigé par la raison. Et la lecture de Dino ne fait ici que reprendre les éléments du débat que j'ai présenté tout à l'heure, notamment ce que l'on trouve chez les médecins de l'époque. C'est le désir qui est au cœur de la passion amoureuse, après tout, un désir sensible,
provoquée par une forme sensible et par un jugement sensible de la faculté estimative, au sens d'Avicenne, c'est-à-dire la plus haute des facultés sensibles, et pas la cogitative nécessairement d'Averroès. Et c'est une position très commune à l'époque. Et si on lit la suite du poème, lorsqu'il dit que l'amour tient le jugement hors de la santé, for di salute giudicar mantene, précisément parce que l'on a du mal à distinguer le vicieux de l'amical, che l'intenzione per ragione vale, discerne male in cui è vizio amico. Mais cela revient à dire que c'est la faculté estimative dont c'est le rôle de distinguer l'ami et l'ennemi, comme le dit Avicenne. Et c'est, selon tous les médecins de l'époque, l'estimative qui est déréglée et qui va donner au désir son intensité immodérée. C'est ce que l'on trouve donc dans tous les traités médicaux, dans les commentaires au Viaticum de Constantin, dans les commentaires au canon d'Avicenne, ou dans le traité De Amore Eroico d'Arnaud de Villeneuve. Et au fond, le débat sur l'aspect qui est que j'ai présenté dans les commentaires au De Motu Animalium ou les Questiones indépendantes ne font que préciser les descriptions médicales que l'on trouve partout au XIIIe et au XIVe siècle. Je conclus. Comme d'autres l'ont montré avant moi, Donna Meprega reprend l'essentiel du discours médical sur le mal d'amour. Cela va-t-il de pair avec une forme d'avéroïsme ? Peut-être. Je n'en sais rien. Mais je crois que Cavalcanti va surtout chercher des précisions sur le mal d'amour dans un débat philosophique répandu à son époque sur l'origine des mouvements corporels. Ce débat motivé par le De Motu Animalium d'Aristote. Et la position qu'il défend se trouve chez des auteurs jugés avéroïstes, c'est vrai, mais aussi chez de simples artiens qui ne parlent jamais de l'intellect unique et séparé et n'en ont d'ailleurs pas besoin. Et de fait, j'ai l'impression que personne ne dit, par ailleurs, que l'intellect ne peut rien sur les passions. Pas même Cavalcanti, en fait. Il décrit la dérive maladive d'une passion, un mal qui peut par ailleurs être soigné en agissant sur le corps ou sur l'imagination, notamment grâce à des chansons, comme le dit Avicenne dans le canon. Que l'intellect soit unique ou non, cela ne change rien à la cause du mal d'amour et à sa cure. Certes, lorsque l'amant est malade, il pense mal, car tout le système sensible est défaillant. Mais probablement qu'après les soins adaptés, l'homme peut recouvrer toutes ses facultés intellectuelles. Alors j'aimerais terminer par une brève remarque sur le statut qu'il convient d'accorder au discours poétique. Et je citerai pour cela deux auteurs du XIVe siècle, Jean de Gendin, le prince des avéroïstes, et Gentile da Foligno, le prince des médecins italiens, autrement appelé le spéculateur. En effet, dans son commentaire au livre 7 de la physique, livre parmi les plus importants, je l'ai dit tout à l'heure, précisément dans le chapitre sur l'altération et sur la non-existence d'altération dans l'intellect, Gendin s'accorde à dire que l'imagination peut être la cause d'altération dans le corps. Et cela, écrit-il, on peut le comprendre à partir de ce qu'on appelle amor ereos, le mal d'amour. Mais après une brève description de cette perturbation du jugement et du désir, c'est ainsi qu'il décrit l'amour maladif, il s'interrompt brusquement et ajoute, et là je cite Jean de Gendin, « Je pourrais raconter des histoires qui traitent de cette matière, mais je laisse cela de côté par souci de brièveté et parce que je ne suis pas poète. » Et quelques années plus tard, Gentile da Foligno, l'auteur du seul commentaire italien au chapitre du canon consacré au mal d'amour, écrit, je cite, « Au sujet de l'amour, nombreux sont ceux qui cherchent à savoir quantité de choses. Premièrement, si la femme est plus affectée par l'amour que l'homme. Ensuite, par quel sens on devient amoureux, par la vue, par l'ouïe ou par le toucher. Et tant d'autres choses que nous ne prenons pas la peine de traiter, car nous avons déjà dit beaucoup de choses sur l'amour dans nos chansons en langue vulgaire. In nostris cantilenis vulgaribus. » Alors, nous cherchons sans cesse à traquer les sources philosophiques et médicales des chansons doctrinales du Moyen-Âge. Mais peut-être devrions-nous entendre ce que ces deux textes ont à nous dire, à savoir qu'il existe un champ propre à la poésie et qu'il n'est peut-être jamais totalement réductible au discours savant, qu'il soit philosophique ou médical. Je vous remercie.